des endroits en Sibérie où le vent ne hurle pas, il murmure des noms. Des noms de guerriers oubliés par l'homme, mais gravés dans la mémoire de la terre elle-même. Ceci n'est pas une histoire de héros ou de méchants, c'est la chronique d'une bataille. Un jour où le soleil s'est levé pour éclairer la neige blanche et s'est couché sur un champ rouge. Un jour qui est devenu connu dans les ombres de la taïga comme la guerre des 10 hurlements. Avant d'entrer sur le champ de bataille, dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous entendez l'écho de cette légende. Votre présence honore la mémoire de ces guerriers. Ce jour-là, 2 royaumes sont entrés en collision. Le premier était un royaume de 10 cœurs et d'un seul esprit. Une meute de loups, connue sous le nom des 10 hurlements, mus par une faim qui aiguisait leurs instincts jusqu'à en faire des lames. Ils étaient dirigés par un alpha rusé, un maître stratège dont le langage n'était pas fait d'aboiements, mais de regard et de posture. Chaque membre de la meute était une pièce sur un échiquier vivant, un instrument dans l'orchestre de la chasse. Ils étaient l'intelligence collective, la lance forgée dans la nécessité. Le second royaume était d'un pouvoir singulier et absolu. Un tigre de Sibérie, un géant solitaire qui patrouillait la forêt non pas comme un résident, mais comme l'incarnation même de sa force. Il n'avait pas de nom, seulement des titres murmurés par la peur. Le tonnerre solitaire, la griffe de la montagne. Sa stratégie était la simplicité de la force écrasante. Il était le rocher contre lequel les vagues de la forêt se brisaient. Il était le pouvoir brut, la muraille de muscles et de crocs. Le théâtre de l'affrontement fut une clairière tachée par la seule chose qui comptait dans cet hiver implacable, la nourriture. Une carcasse d'élan, énorme, abattue par le tonnerre solitaire la nuit précédente. C'était un festin qui pouvait nourrir le tigre pendant une semaine ou assurer la survie de la meute jusqu'au dégel. L'odeur de sang frais fut le tambour de guerre qui appela les 10 hurlements. Ils arrivèrent à l'aube, émergeant des arbres comme des fantômes gris, 10 perdieux affamés fixés sur le butin. Le tigre se tenait sur sa proie, la tête haute, son corps une montagne de pouvoir possessif. L'air devint lourd, dense de tension. Le premier grognement ne vint pas de la gorge du tigre, mais de la poitrine de l'alpha des loups. Ce n'était pas un défi de fureur, mais une déclaration d'intention, une négociation. Nous sommes là, nous avons faim. Cède. La réponse du tigre fut un silence qui valait plus que n'importe quel rugissement, un tremblement presque imperceptible de sa queue. Sa réponse était claire. Essayez. La guerre ne commença pas par une attaque, mais par un mouvement. L'alpha recula d'un pas et la meute répondit comme un seul corps, s'éroillant en demi-cercle. C'était leur formation de bataille. Le plan, communiqué dans un langage silencieux d'instinct séculaire, était clair. Ne pas attaquer la force de front. La force doit être fatiguée, saignée, désorientée. 3 loups, les plus jeunes et les plus rapides, feraient la feinte, attaquant de face pour occuper l'attention et les griffes du tigre. Pendant ce temps, 2 groupes de 3 flanqueraient le géant, attaquant les pattes arrière et les flancs, reculant avant qu'il ne puisse riposter. Le 10e loup, la femelle bêta, resterait avec l'alpha, prête à exploiter toute ouverture. C'était une stratégie de 1000 coupures. Mais le tonnerre solitaire était un vétéran de 100 guerres. Il vit le schéma se former. Son esprit, bien que solitaire, était tout aussi stratégique. Sa tactique était l'antithèse de la leur, l'économie de mouvement et l'explosion de violence calculée. Il n'allait pas se laisser fatiguer. Il resterait immobile, une forteresse, les forçant à entrer à sa portée. Et quand il le ferait, il n'attaquerait pas le corps, mais l'esprit de la meute. Son but était de briser leur coordination, de tuer 1 ou 2 de manière si choquante que la peur deviendrait leur véritable ennemi. La première vague commença. Les 3 loups de front s'avancèrent, s'arrêtant à une distance de sécurité. Grognant, testant. Le tigre ne bougea pas. Ses yeux d'ambre suivaient chaque mouvement. Puis, les flancs attaquèrent. 6 loups se déplaçant comme un seul homme. C'est ce qu'il attendait. À l'instant où les flancs s'engagèrent, le tigre explosa. Mais pas dans leur direction. Il fonça en ligne droite, vers les 3 loups de la feinte. Sa vitesse était un mirage. L'un des jeunes loups, pris par surprise, hésita une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Une patte, avec la force de la foudre, le frappa à la poitrine. Le son d'os se brisant résonna dans la clairière. Le premier guerrier était tombé. La meute recula, mais ne se disloqua pas. L'alpha hurla, un son court et aigu. Ce n'était pas une plainte, c'était un ordre. Regroupez-vous, attaquez! La mort de leur frère n'avait fait qu'alimenter leur détermination. Ils attaquèrent de nouveau, mais cette fois plus vite, plus désespérés.
La bataille se transforma en un ballet brutal. Un loup mordait la patte du tigre, qui se tournait pour l'attaquer, seulement pour sentir les crocs d'un autre sur son flanc opposé. Ils étaient une marée de fureur grise, montant et descendant contre la montagne orange et noire. Le tigre saignait. Des dizaines de coupures couvraient ses pattes et ses flancs. La douleur nourrissait sa fureur. Il attrapa un autre loup en plein vol, ses mâchoires se refermant avec un son final. Mais ce faisant, la femelle bêta vit son opportunité. Elle se jeta sous lui, mordant son ventre, une zone vulnérable. Le tigre rugit, un son de douleur et de fureur, et la projeta au loin d'un puissant coup de patte. Mais la blessure était profonde. L'alpha vit le changement, le géant était en train de se vider de son sang. « Pressez !» hurla son commandement. Les 8 loups restants attaquèrent avec un abandon suicidaire. La stratégie laissa place à une guerre d'usure. La neige pure devint une toile rouge, peinte par le sang des 2 camps. Un loup se sacrifia, se jetant contre la poitrine du tigre pour que son frère puisse lui mordre la patte sans défense. Chaque hurlement de douleur était une note dans l'opéra de cette guerre. Le tournant arriva. Le tigre, aveuglé par la fureur et la douleur, se concentra sur le chef. Il savait que si l'alpha tombait, la meute se briserait. Ignorant les attaques des autres, il fonça sur l'alpha. Les 2 généraux de cette guerre se rencontrèrent au centre de la clairière ensanglantée. L'alpha, agile et intelligent. Le tigre, blessé, mais toujours une force de nature. Ce fut un duel au sein de la guerre. Le loup esquiva le premier coup de patte qui creusa un cratère dans la neige. Il plongea et planta ses crocs dans le museau du tigre, l'une des rares zones sans muscle épais. Le tigre hurla, plus de frustration que de douleur, et, dans un dernier acte de puissance suprême, il attrapa le corps de l'alpha dans ses mâchoires. Mais ce faisant, l'alpha, dans son dernier souffle, ne lâcha pas sa prise, déchirant le nez du tigre d'une blessure horrible et invalidante. Le tigre jeta le corps sans vie de l'alpha sur le côté, et pendant un instant, la bataille s'arrêta. Les 6 loups restants regardèrent leur chef déchu. Puis le tigre, qui respirait avec difficulté, le sang coulant de son museau l'aveuglant partiellement. L'esprit de la meute était brisé. Son esprit avait été éteint. Il n'y eut de victoire, seulement une fin. La meute ne pouvait continuer sans son alpha. Le tigre, bien que debout, était mortellement blessé. Sa force s'échappait avec chaque goutte de sang qui tombait sur la neige. Les loups survivants reculèrent, un par un, disparaissant à nouveau dans les arbres, laissant derrière eux leurs 4 frères et leur chef. Le tonnerre solitaire resta debout sur la carcasse qu'il ne pouvait plus manger, son corps tremblant. Il était le roi de son champ de bataille, mais son royaume était désormais une tombe. Après un long moment, il se tourna aussi et boitilla dans la forêt pour trouver un endroit où mourir en paix. Le silence descendit sur la clairière. La carcasse de l'élan, le prix de la guerre, resta intacte, un monument ironique à la futilité du conflit. La neige recommença à tomber, recouvrant lentement les corps des guerriers tombés, loups et tigres, tous égaux dans la mort. La guerre des 10 hurlements était terminée. Il n'y eut pas de vainqueur hurlant en triomphe, ni de vaincu se lamentant. Seulement le silence. Mais la légende était née. L'histoire de 11 guerriers qui, par faim et par orgueil, menèrent une guerre si équilibrée et si brutale que la terre elle-même s'en souvient. Et certains disent que, lors de ces nuits d'hiver, si l'on écoute attentivement, le vent murmure encore leur nom. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, pour que la légende de ces guerriers continue de vivre, même dans l'ombre. Car, dans la guerre sauvage, il n'y a pas de vainqueur, seulement des guerriers et des légendes que le vent refuse de laisser mourir. Et toi, qui as écouté cette chronique de guerre, quelle leçon tires-tu de cet affrontement brutal ? Laisse ton commentaire, aime la vidéo et partage-la. Et abonne-toi à la chaîne pour plus de chroniques du monde sauvage. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve dans la prochaine aventure. Mm-hmm.